Le bilan pour les jeunes filles de ma génération ne peut être que positif, dans la mesure où, lors de nos premières heures de politique, ou en tout cas d'engagement politique, nous sommes tombés sur la mise en œuvre de cette loi. Donc je fais partie de la génération de celles qui ont bénéficié de la mise en œuvre de cette loi et qui ont pu avoir une présence beaucoup plus effective, beaucoup plus facile dans les listes électorales de l'époque. C'est l'aboutissement d'une volonté politique des femmes pour être mieux représentées au niveau des instances de décision afin qu'elles-mêmes puissent prendre en charge leurs propres préoccupations. Ces femmes qui venaient de profondeur du Sénégal, qui ont posé les réels problèmes, qui ne parlaient pas Wolof mais qui parlaient dans leur langue, qui posaient les réels problèmes de population, des femmes, la question des ambulances, le transport des femmes. L'adoption de la loi sur la parité doit nous procurer beaucoup de joie et beaucoup de fierté pour notre République. Parce qu'il était temps que l'on comprenne que c'est en marchant avec nos deux pieds que nous deviendrons plus efficaces. La parité, on ne l'a pas acquise du jour au lendemain. Ça date de hautes luttes qui ont été réalisées par des femmes pionnières. Mais en 2010, avec la parité, on s'est dit que c'est la phase de décision. Donc, comment faire pour que les femmes accèdent aux instances de prise de décision, mais surtout en nombre, pour pouvoir impacter les politiques publiques en matière de prise en compte des politiques de femmes. Je pense que globalement, on peut dire que ça a été une grande avancée au plan de la représentation des femmes, évidemment dans les institutions concernées. Donc c'est une avancée au plan numérique, au plan symbolique. Au plan de la représentation, il y a une évolution nette du nombre. Au plan de la symbolique aussi, et c'est lié, le nombre aussi, il a un impact sur le mental, sur comment aussi les femmes sont perçues, parce qu'elles sont aujourd'hui dans les instances qui ont été traditionnellement dominées par les hommes. D'abord, ça sert de modèle, ça fait un déclic. Et mieux, ça fait que les femmes elles-mêmes posent leurs propres problèmes. En tout cas, le paysage politique a changé. L'imaginaire politique n'est plus masculin. Au moins, maintenant, il y a des femmes. Et ça, je crois que ça, c'est un aspect important. Avec le plan Sénégal émergent, entre 2014 et aujourd'hui, on est passé de la prise en compte du genre dans un de ces axes aux 3 axes. Et ça me paraît extrêmement important. Et on a fait aussi beaucoup attention au niveau des programmes même, au plan des politiques publiques, avec des programmes comme le programme d'urgence de développement communautaire, le PUDC, et avec aussi la DER, qui sont quand même très ciblés pour lutter contre les inégalités. Aujourd'hui, électoralement et numériquement au niveau de l'Assemblée, il y a eu un bond quand même qualitatif et quantitatif qui a été fait. Donc on est passé de 33 femmes peut-être avant 2012 à 64 femmes. Et de 64 femmes, on est passé à 70 femmes. Aujourd'hui, avec l'obligation de la mise en œuvre de la loi sur la parité, elles sont obligées d'être à tous les niveaux de manière alternée sur les listes. Et cela assure une présence effective de ces dernières dans les instances de décision. Les difficultés sont principalement liées à la mise même en œuvre, à l'institution qui a en charge cette mission, l'ONP. Et l'ONP ne joue même pas son rôle lors des dernières élections locales. Beaucoup de personnes par la presse ont évoqué des dysfonctionnements relatifs à la non-application de la loi sur la parité, et l'ONP est resté mieux. Et le dernier élément, c'est que lorsqu'on dépose les listes électorales pour la validation, normalement, si le leadership de l'ONP était réel, c'était à l'ONP d'avoir le droit de regarder sur les listes pour voir est-ce que les listes déposées pour les élections sont conformes à la loi. Loin s'en faut, c'est d'autres structures qui valident en marge de l'ONP, en dehors de l'ONP. On peut quand même relever les résistances socioculturelles qui se traduisent aussi par une insuffisance dans l'accès aux ressources productives, dans l'accès aux opportunités du marché du travail
On peut aussi parler de l'analphabétisme qui est un peu plus marqué chez les femmes, même s'il y a beaucoup d'efforts. On peut aussi parler des difficultés au niveau d'instruction, excusez-moi le pléonasme, et aussi au niveau de la qualification professionnelle et concernant même la pauvreté de façon générale. Compte tenu de toutes ces difficultés-là, en matière de défis, le défi à relever d'abord, c'est le respect des droits des femmes de façon générale. C'est aussi des efforts à faire de façon soutenue pour que les hommes et les femmes accèdent de manière égale aux ressources. Je prends juste l'exemple de l'accès des femmes à la terre. Donc, constitutionnellement, c'est un droit, parce que la Constitution ne fait pas de distinguo. Il y a un égal accès des femmes à la terre. Maintenant, pour des points de vue sociétal, culturel, etc., ça tarde à se matérialiser. Donc ça, c'est un défi majeur qu'il faudrait... Comment aujourd'hui faire pour que les femmes aient accès à la terre, pour que les femmes puissent au même titre exploiter la terre comme le font les hommes. Au niveau du cycle primaire, les femmes arrivent à s'imposer. Maintenant, le problème, c'est que au niveau secondaire et à l'université, c'est là où le bas blesse. Et dans les matières scientifiques aussi, on a beaucoup de difficultés. Je pense qu'on est à 30% de femmes dans les matières scientifiques. Comment faire pour que les femmes aient le courage d'aller dans ces matières-là? Maintenant, ça revient aussi à la prise en compte du genre dans les cellules familiales. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le mouvement féministe sénégalais s'est arrêté dès que cet acquis-là, sur le plan politique, a été enregistré, à savoir la mise en œuvre du vote de loi sur la parité. Il y a énormément de combats sur lesquels aujourd'hui, avec cette présence massive des femmes dans les instances de décision, comme l'Assemblée par exemple, on aurait pu pousser un peu plus pour les faire passer, pour les mettre dans l'agenda. Et parmi ceux-là, moi je vais citer le code de la famille, je vais citer le code de l'enfant, je vais citer l'égalité salariale entre hommes et femmes. Il y a tellement de choses sur lesquelles nous, en tout cas femmes, on est discriminés dans le monde professionnel, dans le monde social, dans le monde en général. On n'a pas la parité effective, on n'a pas une effectivité de la loi. Compte tenu de la répartition, par exemple, sur les listes, pour ce qui est du législatif, on n'a pas encore les 50%. Parce que simplement, il y a des départements où on a un seul élu. Et généralement, c'est un homme. Donc, il faudrait soit qu'on majore un peu, qu'on fasse des listes carrément paritaires partout, et là, on aura une parité parfaite au niveau législatif. Au niveau aussi des locales, il y a eu des soucis. Par moment, on n'a pas respecté, dans la composition des bureaux, on n'a pas respecté la parité. Ça, c'est un problème et nous l'avons dénoncé en son temps, nous continuerons à le dénoncer. Le combat qui est le plus important et sur lequel j'entends souvent mes sœurs se plaindre, c'est relatif au congé de maternité quand on est à une certaine stature, certaine position en tant que professionnel. Aujourd'hui, la question de l'espacement des naissances ou encore du congé maternité ou de l'allaitement, beaucoup de femmes se la posent quand elles sont à un certain niveau de responsabilité, parce que la question de retrouver sa place, son niveau à son retour, ou le progrès dans l'entreprise peut être mis en cause à ce moment-là, quand on décide de privilégier la maternité. Beaucoup de nos sœurs sont confrontées à ça. Il est important que nous puissions avoir un cadre dans lequel on se retrouve tous et qui pourrait permettre de prendre en compte toutes nos aspirations et nos considérations dans le milieu professionnel. Au niveau nominatif, on a suffisamment de femmes qui ont les capacités de pouvoir diriger tout comme les hommes. Donc il faut que cette volonté politique se traduise à un plus haut niveau. Je crois que le Sénégal a fait ses preuves. On a eu 2 femmes premiers ministres. Les personnalités qui suivent, la 3e et la 4e personnalité de l'État, au niveau institutionnel, sont des femmes, mais on devrait faire davantage. On devrait faire davantage et pouvoir permettre aux femmes qui ont les compétences dans le cadre nominatif, qu'on puisse les nommer à ces postes. Et surtout, j'ai parlé au niveau judiciaire, il nous faudrait aussi qu'on ait une femme bâtonnier. Nous sommes dans un monde où il faut une approche inclusive. Et quand on dit une approche inclusive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à marginaliser
qui que ce soit, quel que soit son sexe. Donc il faut une approche inclusive, mais aussi une approche intégrée. C'est les deux éléments qui peuvent garantir un développement durable. La Constitution, déjà, elle est assez claire sur ça. Donc, parce que la loi sur la parité, en fait, découle de la Constitution qui dispose que les hommes et les femmes ont un accès égal aux mandats et fonctions. Donc, aujourd'hui, au niveau de l'administration aussi, il faut que la loi, en tout cas, qu'il y ait une loi, en tout cas, qui instaure la parité à ce niveau. Comme je l'ai dit, le premier acquis, c'est au moins il y a une loi qui existe. Les forces qui se sont battues pour l'avènement de cette loi doivent continuer la mobilisation pour que cette loi ne soit pas dévoyée. Enfin, il faut maintenant s'ouvrir avec tous les partenaires soucieux d'aider à la mise en œuvre absolue de cette loi qui est une loi noble, parce que toute loi qui joue le rôle de correction par rapport à des injustices, à des inégalités fondées sur des droits humains, je crois que c'est une loi qu'il faut toujours accueillir avec beaucoup de bonheur en applaudissant. En tant que parlementaire, je pense qu'il faut veiller à ce que toutes ces lois qui ont été votées pour les femmes aient un suivi nécessaire, parce que souvent aussi c'est là où ça pêche. On vote des lois, mais c'est le suivi qui pêche derrière. Comment faire des alliances avec les autres femmes parlementaires, aussi bien dans la sous-région et à l'international, pour que les lois que nous votions puissent avoir une harmonie et permettre à tout un chacun de bénéficier des bonnes pratiques, des difficultés, des points à améliorer, etc. Je pense qu'il faudrait aller aussi au niveau des partis politiques, renforcer la formation des femmes leaders qui sont là-bas pour qu'on ne les confine plus dans des postes de présidente des femmes ou bien présidente de la commission féminine, parce qu'on ne voit jamais de commission masculine. Il est important aujourd'hui que notre génération s'approprie certains combats, les porte et se batte pour accéder à certains avantages. On a déjà pris conscience du fait que nous avons notre rôle à jouer dans la société. Nous le faisons au niveau familial, au niveau sociétal et au niveau le plus élevé. Mais ceux qui décident aujourd'hui encore sont les hommes. Donc il faudrait encore qu'on rappelle aux autorités actuelles qui sont les hommes qu'il faut faire confiance aux femmes. Il faut évidemment aussi que tous les acteurs, en tout cas, fassent l'effort nécessaire pour respecter les dispositions de la loi sur la parité et aussi des arrêts qui ont été rendus. L'autre aspect aussi sur lequel on devrait insister en termes de recommandations, c'est évidemment de renforcer le leadership des femmes dans les formations politiques pour qu'elles puissent davantage postuler. Une parité significative est bonne, mais l'idéal c'est de plaider pour une parité effective, que ça ne soit pas qu'on vienne juste pour amuser la galerie, pour être en nombre, mais que nous ayons une participation digne et significative au même titre que les hommes. Il faudrait que les hommes comprennent que ce n'est pas une concurrence et que c'est une complémentarité. Dans la société, il y a les hommes et il y a les femmes.